tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve vraiment dans une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire. Je n'ai jamais fait de vidéo tournée sur le true crime et tout. Et je tiens à préciser que voilà, non seulement je vais beaucoup spoiler, et surtout, en fait là, je vais tout simplement vous parler, on va dire, de ces histoires-là, mais vraiment de façon survolée, histoire de partager vraiment avec vous ce qui m'a le plus choqué dans ces histoires. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur ces histoires, n'hésitez surtout pas à aller checker ces chaînes-là. Étant donné donc que ce n'est absolument pas le genre de contenu que j'ai l'habitude de poster, je vous demanderai d'être clairement indulgent avec moi dans les commentaires. Voilà, bienveillance, amour, gloire et beauté. Sans plus tarder, let's go to the video. Alors, je suis une grande consommatrice de vidéos true crime. En fait, sur YouTube, c'est clairement le style de vidéo que je préfère regarder. Et la première affaire dont je vais vous parler est vraiment celle qui m'a le plus choquée en termes de tout. De toute façon, je vais vous la raconter, vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi. Il s'agit donc de l'histoire de Brandon Teena qui a inspiré le film Boys Don't Cry. Alors, si vous êtes intéressé pour voir ce film-là, sachez qu'il est disponible sur Disney+. N'hésitez vraiment pas à aller voir. Après, c'est assez poignant. Personnellement, je mets toujours quelques jours à me remettre de mes émotions quand je le vois, mais en tout cas, c'est très intéressant pour avoir un petit peu plus de détails. L'histoire se passe donc au début des années 90. Nous sommes aux États-Unis et comme vous le savez, ce n'est que très récemment que la transidentité a commencé à être, on va dire, comprise et assumée dans notre société, ce qui n'était clairement pas le cas à l'époque. Donc, à partir de cet instant, pour respecter la mémoire de Brandon, je vais le genrer au masculin. Vous comprendrez pourquoi je fais cette petite précision un petit peu plus tard. Brandon Teena était donc un homme transgenre qui toute sa vie ressentait que le sexe qui lui avait finalement été assigné à la naissance n'était pas le bon. Étant donné qu'il n'avait jamais quitté la ville où il est né, il a décidé à l'âge de 20 ans de quitter sa ville natale afin de vivre sa vie en étant l'homme qu'il voulait être. Il faut savoir que Brandon, il avait vraiment pas mal d'ennuis avec la justice, notamment pour des chèques en bois et des usurpations d'identité. Donc il avait des problèmes avec la justice mais aussi avec sa famille. Ces épisodes malencontreux l'ont finalement mené en prison. Voilà, il a fait un petit séjour en prison et ce ne sera malheureusement pas le dernier. À son arrivée donc dans cette nouvelle ville, pleine de promesses d'avenir, il a rencontré des personnes dans un bar qui sont progressivement devenues ses amis. Il a même rencontré et été hébergé chez la maman de l'une de ses amies. Et cette amie-là, qui s'appelle Lana, va devenir sa petite amie par la suite. Donc, pour recontextualiser, les amis qui vont vraiment être importants dans notre récit, ça va donc être Lana, la petite amie de Brandon, Lisa, donc l'une de ses amies qui l'avait aussi hébergée. Il faut savoir que on est quand même dans un coin assez paumé des États-Unis, hein. Vraiment, côté mentalité, ça n'allait pas du tout. Mais Lisa semblait, elle, par contre, avoir un petit peu plus de maturité comparée aux autres. En plus, elle était maman d'un petit garçon, donc elle faisait tout pour avoir une vie plus ou moins équilibrée comparée aux autres, bien sûr. Les deux autres amis qui vont être vraiment importants dans notre histoire, ça va être John et Tom, qui eux par contre vraiment n'étaient absolument pas des bonnes fréquentations pour Brandon. C'était vraiment des personnes déjà qui avaient déjà été en prison, mais c'était des personnes qui avaient des mauvaises consommations, voilà, je vais dire ça comme ça, parce que YouTube n'aime pas trop les mots un peu particuliers. Voilà, ils étaient dans ce genre de consommation là, beaucoup d'alcool, beaucoup de donc de farine. C'était
pas forcément un univers que tout le monde devrait fréquenter en tant qu'ami. Pour info, Lana, donc la petite amie de Brandon, avait dans le passé été en couple avec John. Ça faisait assez longtemps, hein, vraiment ça remontait assez, d'autant plus que avant que John n'aille en prison, il s'était mis en couple avec une autre femme, il avait eu des enfants avec elle, donc en fait c'était juste une histoire passée pour Lana. Mais ce n'était malheureusement pas le cas pour John. Petit à petit, John a commencé à avoir des soupçons sur l'identité de Brandon. Pourquoi? Parce que Brandon est retourné en prison pour ce qu'il avait fait auparavant. Et qui dit prison dit forcément qu'il y a un côté pour les femmes, un côté pour les hommes. Et Brandon s'est retrouvé dans le côté des femmes, donc ça a commencé petit à petit à éveiller des soupçons. Mais avec le temps, John était vraiment devenu clairement névrosé, complètement obsédé par l'idée que Brandon était en fait une femme. Et je pense que ça aussi, sa haine, elle a été alimentée par le fait qu'il ressentait toujours des sentiments pour Lana. Donc un soir où ils étaient encore une fois alcoolisés, John et Tom ont décidé de se rendre chez la maman de Lana, là où Brandon était donc hébergé. Ils ont emmené Brandon dans la salle de bain et ils lui ont ordonné de se dévêtir. Brandon refusant de le faire, ils l'ont forcé et ils lui ont baissé finalement son pantalon. C'est à ce moment-là que Brandon a été clairement humilié parce qu'ils ont tout découvert, ils ont découvert ces bandes qu'il mettait du coup au niveau de sa poitrine pour pouvoir la plaquer au maximum, et aussi le faux pénis qu'il s'était mis entre les jambes. Vous allez forcément vous demander, mais est-ce que Lana était au courant de cette histoire? Comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus que ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez, le film dit qu'elle avait des soupçons, mais lorsque j'ai vu des interviews de cette histoire-là, elle dit, et elle l'a répété à plusieurs reprises, que lorsque elle et Brandon étaient dans leur intimité, ils gardaient constamment ses vêtements et il ne voulait pas qu'elle le touche. Elle disait que par rapport à ça, elle ne le savait pas. Après, quelle est réellement la vérité? Je ne sais pas. Pour en revenir à cette soirée d'humiliation, John et Tom ont été vraiment très loin. Après qu'ils aient baissé le pantalon de Brandon et forcé évidemment Lana à le voir et à assumer que Brandon était en fait une femme, ils ont décidé d'enlever Brandon et de l'emmener dans une zone déserte pour finalement abuser de lui de toutes sortes. Et cela pendant des heures. Ils l'ont battu et bien plus pendant plusieurs heures. Après avoir fait ça, ils ont ramené Brandon donc chez la maman de Lana, et c'est là que Brandon s'est échappé pour aller se réfugier chez son amie Lisa. Et quelques jours plus tard, pendant qu'il était sur le point de partir, sachez qu'il avait aussi déjà parlé à la police, donc les soupçons ont commencé évidemment à se dessiner sur John et Tom. John et Tom se sont rendus chez Lisa, armés bien sûr. Ils sont entrés dans la maison, ils ont d'abord tiré sur Brandon à bout portant. C'était vraiment triste, et vraiment quand vous verrez le film, si vous voulez le voir, c'est vraiment la scène la plus, voilà, la plus déchirante en tout cas pour moi. Voilà. Après s'être occupés de Brandon, ils ont également tiré sur Lisa, qui avait eu le malheur de le recueillir chez elle. Souvenez-vous, je vous avais dit que Lisa avait un petit garçon, donc un petit bébé. Tout ça s'est passé devant les yeux de l'enfant qui n'était même pas âgé de 2 ans. Au moment du procès, ils se sont mutuellement accusés bien sûr, mais à ce jour, sachez qu'ils sont tous les deux encore en prison. Cette histoire m'a vraiment terriblement affectée parce que je me suis rendu compte que le manque d'information, que le manque de tolérance et que la jalousie peuvent finalement mener à des extrémités clairement inhumaines, parce que ce qu'ils ont fait est clairement monstrueux, c'est dégueulasse, vraiment. Et accrochez-vous si jamais vous voulez voir le film, parce que c'est assez poignant, vraiment.
histoire que je voulais absolument partager avec vous est celle de Jonestown, qui est, on va dire, une tuerie de masse. Moi je dis tuerie de masse parce que pour moi c'en est une, mais dans les médias ça a été plutôt qualifié de suicide collectif. Et cette histoire est celle de la secte Le Temple du Peuple. L'histoire prend place dans les années 50-60, mais elle va même s'étendre jusque dans les années 70. Un pasteur nommé Jim Jones a ouvert plusieurs églises aux États-Unis. Il était d'ailleurs très connu et très impactant de par sa bonté à ce moment-là. Et ces églises sont progressivement devenues des sectes. Comme vous le savez, cette époque était celle de la ségrégation raciale aux États-Unis. Les Noirs étaient discriminés, persécutés, mais Jim Jones, lui, il a toujours revendiqué les droits des Noirs. Ils ont d'ailleurs, avec sa femme, été les premières personnes, donc le premier couple, à officiellement adopter des enfants noirs dans leur état. Malheureusement, cette histoire va commencer à s'assombrir lorsque Jim Jones va avoir des problèmes judiciaires au sein de ses églises. Il a été notamment accusé d'abus physiques, sexuels. Il s'est dit que la meilleure idée dans ce genre de cas était de partir, donc de prendre la fuite, mais sans pour autant laisser son projet de secte. C'est comme ça qu'il a visité la Guyane. Ce pays-là lui paraissait parfait pour ses ambitions. Il est donc parti en Guyane non seulement avec sa famille, mais aussi avec les membres les plus fidèles de sa communauté. À ce moment-là, ils ont donc commencé à construire une ville. Il a acheté plusieurs hectares de terrain et il a commencé à établir sa secte là-bas. Il a donc décidé que cette nouvelle ville allait s'appeler Jonestown. On voit quand même l'ego surdimensionné de la personne parce que Jonestown, la ville de Jones. Mais progressivement, Jim Jones a commencé à être assez névrosé parce qu'il a commencé à consommer des produits il était donc vraiment matrixé, il voyait le danger partout et il a commencé à interdire aux membres de sa communauté de quitter Jonestown. Progressivement, il a aussi commencé à parler du fait de tous quitter la Terre et de rejoindre une nouvelle planète. Les membres de l'église, ils avaient un lavage de cerveau profond parce que Jim Jones faisait constamment passer des discours sur des micros, en fait, on a des espèces de speakers en fait partout dans la ville pendant que les fidèles étaient en train de construire la ville. Concernant la vie dans la communauté, eh bien c'était clairement insalubre. Les maisons étaient surpeuplées, donc beaucoup de monde, des conditions vraiment dégueulasses. Les maisons étaient vraiment dans un état affreux. Donc qui dit forcément mauvaise hygiène dit derrière problème de santé. Sans oublier que les membres de la communauté n'étaient pas alimentés correctement. Ils mangeaient principalement du riz, des haricots et de la viande parfois, en tout cas quand il y en avait. Par contre, Jim Jones, lui, se permettait bien évidemment d'avoir des somptueux repas avec sa famille. En 1978, des enquêteurs américains se sont rendus à Jonestown parce que voilà, ça commençait un petit peu à jaser finalement aux États-Unis et ils ont interviewé plus de 70 personnes. Mais à ce moment-là, sachez que aucune de ces personnes n'a osé parler et n'a osé finalement avouer la réalité des lieux. Jim Jones, ressentant la pression de l'État américain, est allé encore plus loin dans sa névrose et il a commencé à leur reparler encore une fois du projet de quitter la Terre pour rejoindre finalement cette planète idéale, ce paradis qu'il leur avait tous promis. Donc un soir, il les a tous empoisonnés. Donc il a mélangé un poison à un aliment en fait et tout le monde a dû prendre une partie pour l'avaler et rejoindre cette soi-disant planète.
Concernant vraiment cet épisode, sachez qu'il y a eu plus de 900 morts, dont presque 300 enfants. Jim Jones, lui, a préféré se tirer une dans la tête. On voit malheureusement avec ce genre d'histoire l'impact on va dire des guides spirituels sur les fidèles. C'est vrai que chacun a un petit peu son lot d'histoire qui fait qu'on a une estime de soi plus ou moins fragile. Mais là, ça montre vraiment que c'est vraiment fou et je pense que même aujourd'hui, la police devrait parfois enquêter sur ces guides spirituels-là, sur les lieux de prière, parce que finalement, on peut se retrouver dans ce genre d'extrémité-là. Et personnellement, ça m'a vraiment beaucoup choquée, sachant qu'il y avait des soupçons, il y avait de tout. Mais malgré ça, le gouvernement n'a clairement rien pu faire. De plus, j'ai oublié de vous préciser un petit détail, c'est que le gouvernement américain envoyait de l'argent en fait à ces personnes qui s'étaient exilées en Guyane. C'était Jim Jones qui récupérait tout cet argent-là, parce que c'est vrai, on peut se demander mais comment est-ce que tout le monde arrivait à vivre? En fait, c'était l'argent que le gouvernement envoyait à ses ressortissants. Et Jim Jones, en fait, quand il a fini sa sale besogne, on a découvert que sur son compte il y avait plus de 25 millions de dollars, donc il y avait de quoi les nourrir, il y avait de quoi bien les traiter, mais il a préféré faire les choses autrement. Alors au début je voulais vraiment vous parler de 3 histoires, mais là je vois que la vidéo elle est déjà un petit peu longue, donc on va s'arrêter là. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de vidéo là. Ça me plairait vraiment de pouvoir vous apporter ce genre de contenu aussi, après vraiment de façon survolée, en vous parlant des histoires les plus choquantes, bien que finalement toutes ces histoires le soient, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires, abonnez-vous, on se retrouve sur Insta pour discuter aussi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!